L'ennemi public numéro 1. Pour les Américains, aucun doute, c'est Ben Laden, l'incarnation du mal absolu. Et pourtant, c'est sur ce même homme que les États-Unis se sont appuyés pour recruter et armer des milliers de volontaires islamistes qui sont allés se battre aux côtés des Moudjahidines afghans. Mission réussie. Grâce à cette aide massive, les résistants ont tenu l'armée rouge en échec et l'ont obligé à évacuer le pays en 1989. Peu après, l'Empire soviétique s'écroulait. Pourtant, ce précieux allié n'a pas tardé à se retourner contre ses protecteurs. Et le 11 septembre dernier, les États-Unis étaient frappés dans leur chair. Responsable présumé, proclamé, ce Ben Laden qui avait autrefois collaboré efficacement avec la CIA et qui, au fil des ans, a construit un véritable réseau d'islamistes purs et durs, l'organisation Al-Qaïda. La semaine passée, au cours de la première partie du long entretien que M. X m'a accordé, nous avons essayé de comprendre pourquoi ce fils d'une richissime famille saoudienne avait décidé de devenir l'adversaire résolu des États-Unis. Je résume. Jusqu'au retrait de l'armée rouge, aucun problème. Ben Laden est un allié fiable, indispensable. Mais une fois les derniers soldats soviétiques partis, les Américains se désintéressent apparemment, et nous le verrons très provisoirement, de l'Afghanistan. Les Moudjahidines se sentent abandonnés, sinon trahis, car leur combat continue contre le régime communiste qui est toujours en place à Kaboul et qui ne tombera qu'en 1992. Leur déception est à la mesure de leur sentiment de triomphe. N'ont-ils pas déjà fait plier l'une des deux superpuissances? Oussama Ben Laden revient en Arabie Saoudite et comme lui, beaucoup de fondamentalistes musulmans qui se sont battus en Afghanistan au nom du djihad réintègrent leur patrie. Ces Afghans, ainsi qu'on va désormais les appeler, toujours liés à Ben Laden, vont être à l'origine de nombreux troubles. En Algérie, par exemple, ce sont ces hommes qui sont à l'origine de la création du GIA, responsables de toutes les tueries qui vont ensanglanter le pays. Ben Laden est accueilli chez lui en héros. Mais très vite, malgré ses relations très étroites avec le prince Turki, chef des services secrets saoudiens, le chef d'Al-Qaïda prend ses distances avec la famille royale. Principale raison, la présence sur le sol sacré de l'Arabie Saoudite de dizaines de milliers de soldats américains mobilisés pour la guerre du Golfe. Ces critiques devenant de plus en plus virulentes, Ben Laden doit s'exiler. D'abord réfugié au Soudan, le Saoudien va transformer son réseau en une organisation terroriste principalement dirigée contre les États-Unis. Mais, d'après M. X, les choses ne sont pas aussi simples. Ben Laden continuera à être partiellement soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Arabie qui est pourtant un des alliés les plus fidèles de Washington. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Disons-le tout de suite, la CIA va avoir très longtemps, trop longtemps sans doute, des relations avec Ben Laden, alors même qu'il avait déjà frappé directement les intérêts américains. Ça mérite une explication, ça. Je vais vous la donner, mais n'allons pas trop vite. Ouais. Et c'est vous qui commencez par me dire... Peut-être voulais-je seulement susciter votre curiosité. Vous avez réussi, alors je vous en prie, poursuivez. D'accord. D'une manière générale, il faut envisager la politique américaine vis-à-vis de l'islamisme. Washington a souvent encouragé les mouvements fondamentalistes musulmans, et pas seulement en Afghanistan. Pour quelle raison? Au départ, nous l'avons vu, il s'agit de miner l'Empire soviétique et de provoquer sa chute. Ensuite, en liaison avec les services secrets saoudiens et pakistanais, les Américains ont soutenu les factions islamistes dans d'autres pays. Non, mais l'objectif... L'objectif poursuivi, c'était la mise en place de régimes stables, favorables aux intérêts des États-Unis. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'à ses débuts, le fils algérien a été considéré très favorablement par Washington. Mais au départ, nous l'avons vu, il s'agit de miner l'Empire soviétique et de provoquer sa chute. Ensuite, en liaison avec les services secrets saoudiens et pakistanais, les Américains ont soutenu les factions islamistes dans d'autres pays. Non, mais l'objectif... L'objectif poursuivi, c'était la mise en place de régimes stables, favorables aux intérêts des États-Unis. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'à ses débuts, le fils algérien a été considéré très favorablement par Washington. Mais ailleurs, je pense aux ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, sont le pétrole, bien sûr, et le gaz naturel qui expliquent la politique américaine. Alors, soutenir les revendications islamistes afin de rompre le lien tutélaire avec Moscou. Exactement. Au fond, il s'agit d'engranger les bénéfices de la fin de la guerre froide. Les États-Unis sont désormais la première puissance mondiale et ils veulent en profiter. Au mieux de leurs intérêts, naturellement. Oui, et en Asie centrale, ils désirent aussi éviter que les Iraniens ne soient partie prenante dans l'exploitation de ces richesses naturelles. Cette politique pétrolière va jouer un grand rôle dans la gestion de la question afghane par les Américains.
On va en reparler, car c'est une donnée essentielle. Mais revenons à Ben Laden. D'accord, alors quand on l'a abandonné, enfin si je puis dire, il avait trouvé refuge au Soudan. Oui, c'est ça? mais il était en froid avec la famille royale saoudienne et on l'avait invité à quitter le pays. Mais je vous l'ai dit, il gardait néanmoins des relations avec les dirigeants saoudiens, en particulier avec le prince Turki, patron des services secrets. Pourtant, il avait critiqué la famille royale avec une rare véhémence. Oui, il n'a pas hésité à accuser les princes saoudiens de corruption. Pour lui, c'était des mécréants, indignes d'être les gardiens des lieux les plus saints de l'islam. Alors, pourquoi conserver la relation avec lui? Parce qu'il est encore plus utile qu'il n'est nuisible. Et c'est aussi le raisonnement des Américains. Oussama Ben Laden est en effet à la tête d'une véritable nébuleuse islamiste. Une organisation très complexe qui regroupe des établissements financiers, des entreprises parfois liées à des partenaires américains, des ONG islamiques, et bien sûr tous ces combattants arabo-afghans qui se sont battus contre les soviétiques. Et d'après vous, alors, on va avoir besoin de tous ces gens-là? Exactement. Et c'est d'autant plus choquant que Ben Laden ou ses séides vont bientôt s'attaquer de front aux États-Unis. Oui, le premier attentat contre le World Trade Center. Oui, en février 1993, il y aura 6 morts, je crois, et pas mal de dégâts. Mais déjà 2 mois plus tôt, une bombe a explosé dans un hôtel yéménite où séjournaient des soldats américains en partance pour la Somalie. Ah oui, la fameuse opération Restore Hope. Une opération désastreuse pour les Américains puisque de nombreux soldats y trouveront la mort et là aussi on soupçonnera Ben Laden. Ça veut dire qui? Les services secrets américains. Ah ouais. Car en Somalie aussi, Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden, est bien implantée. Mais revenons au premier attentat contre le World Trade Center. Très vite, les enquêteurs du FBI remontent la piste des terroristes et ils établissent qu'ils sont presque tous en rapport avec Ben Laden. Est-ce que ça veut dire pour autant que le Saoudien est directement impliqué? Non, mais disons-le crûment, on ne va pas chercher à le prouver. Pourquoi? Parce que les flics du FBI sont très embarrassés. Expliquez-moi ça. Le chef de ce réseau terroriste, un certain Ramzi Youssef, ancien moudjahidine de la guerre contre l'armée rouge, a été recruté par la CIA. Quant au guide spirituel de ce réseau, le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, qui a été autrefois impliqué dans l'attentat qui a coûté la vie au président Sadat, il est venu aux États-Unis grâce à un visa délivré par un diplomate américain, agent de la CIA. C'est en effet très ennuyeux tout ça. Il faut ajouter que ce diplomate était en fonction au Soudan. Au Soudan où se trouve justement Ben Laden. Oui, ouais. Ben Laden qui, tout en faisant des affaires, finance des camps d'entraînement de militants islamistes au nord du Soudan. Est-ce que ça veut dire, là, ce que vous me dites, qu'il y a un désaccord entre le FBI et la CIA, non? Incontestablement. Et au nom des intérêts supérieurs du pays, c'est la CIA qui impose son point de vue. Alors, qui protège d'une certaine façon Ben Laden. Qui évite en tout cas de le faire inculper par la justice américaine comme le voudraient les agents du FBI. La seule sanction prise contre Ben Laden, vraisemblablement à l'instigation de Washington, sera sa déchéance de la nationalité saoudienne. Car notez-le bien, Ben Laden ne fera l'objet d'une inculpation américaine qu'en 1998. Alors qu'il est sans doute responsable de bien d'autres méfaits. Oui, et paradoxalement, ce sont d'abord les Libyens qui vont émettre le premier mandat d'arrêt international contre le terroriste. Les Libyens, pourquoi? Kadhafi accuse l'organisation de Ben Laden d'avoir assassiné 2 citoyens allemands sur le territoire libyen, 2 agents secrets. Alors, c'est donc un État voyou, selon la formule utilisée par les Américains, qui lance la chasse. Curieux, non? Ah oui. Alors revenons aux méfaits de Ben Laden, comme vous avez dit vous-même. En 1995, un attentat frappe la garde nationale saoudienne. 5 conseillers américains sont tués. Et c'est Ben Laden qui se trouve derrière? Très certainement, même s'il n'existe pas de preuves contre lui. Mais comme à son habitude, il ne revendique pas la paternité de l'attentat, mais il se félicite de la réussite de l'opération. Comme il se réjouira plus tard des opérations suicides du 11 septembre 2001. Hein. Oui. 1 an après, en 1996, un camion bélier bourré d'explosifs est projeté sur un bâtiment qui héberge des militaires américains à Daran, en Arabie Saoudite. Une vingtaine de soldats sont tués. Et puis il y a les attentats commis contre les ambassades américaines en Afrique. Hein. Au Kenya et en Tanzanie, des attentats particulièrement meurtriers puisqu'on comptera plus de 200 morts. Et là aussi, on voit la main de Ben Laden? Bien sûr. Et c'est d'autant plus évident que quelques mois plus tôt, le chef d'Al-Qaïda a lancé une véritable déclaration de guerre contre les États-Unis en appelant les fondamentalistes islamiques à tuer des Américains dans le monde entier. Il annonçait en somme les attentats du 11 septembre. Hein. On est l'ennemi numéro 1 des Américains. Bien sûr. Et c'est d'autant plus évident que quelques mois plus tôt, le chef d'Al-Qaïda a lancé une véritable déclaration de guerre contre les États-Unis en appelant les fondamentalistes islamiques à tuer des Américains, y compris des civils, dans le monde entier. Il annonçait en somme les attentats du 11 septembre. Hein. Oui, et du même coup, il devenait l'ennemi numéro 1 des Américains. La CIA ne pouvait plus rien pour lui. Reste à comprendre pourquoi, pendant si longtemps, Washington a fait preuve de tant de mansuétude à son égard. Rendez-vous avec X. Selon M. X, Ben Laden a donc prononcé
une véritable déclaration de guerre aux États-Unis. Voici ce que je lis dans l'ouvrage de Roland Jacquard, paru chez Picolec, Au nom de Ben Laden. L'évolution terroriste d'Oussama Ben Laden est officialisée le 23 août 1996 par sa déclaration de djihad. Jusqu'à cette date, le soutien aux musulmans afghans et le renouveau de l'islam en général semblent avoir été le cheval de bataille du Saoudien. Mais aucune attaque anti-américaine n'avait été proférée de façon claire. La fatwa du 23 août est sans ambiguïté. Oussama franchit le Rubicon. Les murs de l'oppression et de l'humiliation ne peuvent être démolis que par une pluie de balles. Oussama Ben Laden fait référence aux forces américaines présentes en Arabie Saoudite et il incite clairement les musulmans à prendre les armes contre les Américains. En février 1998, il fera un pas de plus. Lors d'un rassemblement d'islamistes en Afghanistan, il appellera les musulmans à s'en prendre aux intérêts américains partout dans le monde. Autre chose, les vrais rapports du terroriste avec l'Arabie Saoudite. Richard Labévière, auteur de Les dollars de la terreur, publié chez Grasset, remarque ceci. Bien que déchu de sa nationalité saoudienne, Ben Laden n'en continue pas moins de rencontrer régulièrement le tout-puissant prince turki. Par ailleurs, le groupe Bin Laden continue de voir affluer les commandes de l'État saoudien, commandes passées directement avec le roi Fahd et le palais royal, sans être avalisées par le ministère des Finances et aussitôt payées rubis sur l'ongle. La pratique est si inhabituelle dans le pays qu'elle a fini par défrayer la chronique dans les milieux d'affaires du Golfe. Par ailleurs, et selon plusieurs sources concordantes, Oussama n'est pas brouillé avec sa famille, contrairement à ce que prétendent les autorités saoudiennes. Alors comment expliquer cette trop longue mansuétude américaine vis-à-vis de Ben Laden, au moins jusqu'en 1998 d'après vous? Oui, mais enfin il y a une raison essentielle, le pétrole, et je vais y revenir. Mais il y a aussi autre chose, les services secrets américains ont une taupe chez Ben Laden, et ils pensent pouvoir le contrôler à distance. Toutefois, après les terribles attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est, ils comprennent que leur taupe joue un double jeu. Ouais, la taupe, là, ne les a pas avertis à temps? C'est évident. Ouais. Alors, cette taupe, là, qui est-ce? Un Égyptien, Ali Mohamed, un jeune militaire très intelligent et particulièrement doué pour les langues. Au milieu des années 80, il doit quitter l'armée égyptienne parce qu'il affiche des opinions extrémistes. On dit extrémistes, islamistes? Oui, si vous voulez. Et déjà, il doit être membre d'une organisation clandestine. C'est à cette époque qu'il est sollicité par la CIA. Il se trouve alors en Europe et on lui demande d'essayer d'infiltrer le Hezbollah. À cause des otages américains au Liban, naturellement, la suite est confuse. Et en réalité, Mohamed espionne la CIA pour le compte du Hezbollah ou de quelque autre organisation terroriste. Les Américains s'en aperçoivent? Apparemment, oui. Donc, ils rompent. Peut-être. Attends, là, c'est du mal à comprendre. Là. C'est que moi-même, je ne saisis pas très bien toute l'affaire, ou alors il me manque des informations essentielles. Voilà, bien modeste pour une fois. Hein. N'est-ce pas? Mais écoutez plutôt la suite, et vous partagerez mes doutes. Mohamed est donc soupçonné d'avoir trahi la CIA. Mais ça ne l'empêche nullement d'obtenir un visa pour les États-Unis. Étrange, non? Oui, ce n'est pas fini, attendez. Car le jeune Égyptien va obtenir la nationalité américaine et s'engager dans l'armée. Oui, je vois. Vous voulez dire qu'il n'a pas vraiment rompu avec la CIA, c'est ça? Bon, ça me semble évident. Sinon, on ne l'aurait pas autorisé à rejoindre l'armée américaine. Et qui fait-il, là, l'armée? Il est affecté à Fort Bragg. Là, en raison de ses réelles compétences, on lui confie une mission d'instruction. D'instruction des militaires? Oui, mais pas n'importe quoi, attention. Hein. Le sergent Mohamed est chargé d'éclairer les troupes sur la situation au Moyen-Orient et la culture islamique. Il donne des conférences, enregistre des cassettes vidéo, bref, il remplit parfaitement ses fonctions. Et il est donc bien vu par ses supérieurs? Tout à fait, et pourtant il les intrigue. Pourquoi, par exemple, se rend-il chaque week-end à New York? Mieux, pourquoi à la fin des années 80 disparaît-il plusieurs semaines? Vous avez les réponses? Oui. À New York, il rencontre régulièrement des fondamentalistes islamistes installés à Brooklyn, un groupe qui est sans doute l'antenne new-yorkaise d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden. Oui, mais s'il a gardé des liens avec les services secrets américains, il remplit peut-être une mission de renseignement. On peut l'imaginer. Ouais. Et sa longue disparition Mais il s'est allé en Afghanistan. Il a peut-être vu Ben Laden alors. C'est ce qu'il affirme à son retour. Il aurait même combattu dans les rangs d'Al-Qaïda contre les troupes soviétiques. Et à son retour, donc, il donne de précieuses informations sur l'organisation de Ben Laden. Il annonce même que le Saoudien s'en prendra bientôt aux intérêts américains.
Alors, à partir de là, les Américains ont de plus en plus confiance en lui. Bien sûr. Grâce à Mohamed, la CIA, mais aussi le FBI, pensent pouvoir prévenir les actions terroristes d'Al-Qaïda et, à terme, démanteler l'organisation de Ben Laden. Pourtant, il y aura quand même des attentats. Et Ali Mohamed sera même soupçonné d'avoir participé à leur préparation. On le trouvera par exemple à Nairobi, où l'ambassade américaine explosera. D'autre part, il fréquentait les auteurs du premier attentat contre le World Trade Center. Ouais. Mais je répète, enfin, s'il remplit une mission d'espionnage, c'est normal, non? Vous avez raison. C'est toute l'ambiguïté de la manipulation d'une taupe. Et je vous l'ai dit, finalement, en 1998, les Américains tranchent. Mohamed rend plus de service à Ben Laden qu'il n'en fournit à leur service secret. Il est arrêté et il est toujours emprisonné. Quelles affaires, hein? Oui, qui est loin d'être clair, même s'il a plaidé coupable, sans doute pour obtenir la clémence des juges. Alors, laissons de côté cette affaire, nous avons l'essentiel, le pétrole, avez-vous dit? Le pétrole et le gaz naturel. C'est en 1991 que les républiques musulmanes d'Asie centrale deviennent indépendantes. Une indépendance tempérée, si j'ose dire, car Moscou tient à ce qu'elle demeure dans son orbite. Et d'ailleurs, du point de vue économique, ces États restent étroitement liés à la Russie. Et justement, c'est là le problème. Pourquoi? Parce que ces républiques veulent échapper à cette dépendance? Oui, elles désirent surtout rompre leur isolement géographique. Or, ces pays, le Turkménistan, le Kazakhstan ou encore l'Ouzbékistan, ont découvert qu'ils disposaient d'immenses ressources énergiques, tant en pétrole qu'en gaz naturel. L'exploitation de ces richesses leur permettrait de renflouer leurs économies en péril. Ces découvertes doivent susciter de nombreuses convoitises. Bien entendu, la plupart des grandes compagnies pétrolières sont aux aguets. Mais il faut d'abord régler une question délicate. Si ces gisements sont exploités, comment acheminer le gaz et le pétrole vers les clients éventuels? Et surtout, comment faire pour ne pas retomber une fois de plus entre les grosses pattes de l'ours russe? Ouais. Toujours le souci d'assurer leur indépendance? Oui, et plutôt que de s'adresser aux géants russes de l'énergie, la compagnie Gazprom, ces républiques préfèrent se tourner vers l'Occident. Les premiers à réagir sont argentins. Mais ils vont être éliminés par une puissante compagnie américaine, une Ocal, dont l'un des conseillers n'est autre qu'Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État de Nixon. C'est pas rien, hein? Non. Mais traditionnellement, le personnel politique américain est très proche du lobby pétrolier. C'est encore plus flagrant aujourd'hui, puisque les principaux dirigeants des États-Unis ont tous exercé, à un moment ou à un autre, des responsabilités dans des compagnies pétrolières. À commencer par George Bush, lui. Et son père également, enfin passons. Remarquons simplement que les intérêts de ce lobby pétrolier tout-puissant recoupent souvent ceux du gouvernement américain. Il faut donc résoudre la question de l'acheminement du pétrole et du gaz vers des terminaux situés au bord de la mer, d'où ils seront chargés sur des pétroliers ou des méthaniers. Ouais. Alors, la question est donc celle de la construction de pipelines. Et surtout celle du trajet qu'on va retenir, car aucun de ces pays d'Asie centrale n'a d'accès à la mer. Or, il faut aussi tenir compte de la politique. Ouais, parce qu'il y a des pays à éviter. Hein. Exactement. On pourrait imaginer par exemple de construire un pipeline en direction de la Méditerranée. Mais il faudrait traverser l'Iran. Et pour les États-Unis, il est hors de question de collaborer avec cet État accusé de terrorisme. Ouais. Il en est bien sûr de même pour l'Irak. C'est certain. Alors si vous regardez une carte de la région, il n'y a plus qu'une solution, d'où ils seront chargés sur des pétroliers ou des méthaniers. Ouais. Alors, la question est donc celle de la construction de pipelines. Et surtout celle du trajet qu'on va retenir, car aucun de ces pays d'Asie centrale n'a d'accès à la mer. Or, il faut aussi tenir compte de la politique. Ouais, parce qu'il y a des pays à éviter. Hein. Exactement. On pourrait imaginer par exemple de construire un pipeline en direction de la Méditerranée. Mais il faudrait traverser l'Iran. Et pour les États-Unis, il est hors de question de collaborer avec cet État accusé de terrorisme. Ouais. Il en est bien sûr de même pour l'Irak. C'est certain. Alors si vous regardez une carte de la région, il n'y a plus qu'une solution. Un pipe qui traverse l'Afghanistan, puis le Pakistan, et qui débouche sur le golfe d'Oman. Mais on n'entreprend pas un tel ouvrage sans prendre quelques précautions. C'est-à-dire, donne-moi des exemples. Là. Le minimum, c'est que le pays traversé soit stable. Ah oui, d'accord. Or, depuis le départ des soviétiques de l'Afghanistan, le pays est particulièrement instable. Et dès que le pouvoir communiste sera liquidé en 1992, les vainqueurs, c'est-à-dire les Moudjahidines, vont se livrer à une guerre interne impitoyable qui va ruiner l'Afghanistan. Alors, les Américains, pour réaliser leur projet de pipeline, vont tout faire pour que le pays recouvre un semblant de tranquillité. Et ce faisant, ils vont jouer une fois de plus aux apprentis sorciers. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quels sont les objectifs de ce nouveau grand jeu, selon l'expression du journaliste Richard Lebévière, grand jeu qui concerne au premier chef les républiques d'Asie centrale, l'Afghanistan, mais aussi les grandes puissances comme la Russie, la Chine et bien sûr les États-Unis. Voici l'analyse de Jean-Charles Brizard et Guillaume Dasquier, telle qu'ils l'expriment dans leur ouvrage Ben Laden, la vérité interdite. Le projet de pipeline Shardzu
au Turkménistan, Gwadar, ville pakistanaise sur les rives du golfe Persique, traverse l'Afghanistan de part en part et passe non loin de la ville d'Herat. De la même manière, le projet de gazoduc entre Dolatabad, terminal au Turkménistan reliant déjà d'autres installations gazières de la région, et Multan, au Pakistan, couvre à travers les vallées afghanes en passant notamment à proximité de Kandahar. Pour de nombreuses compagnies pétrolières occidentales et leurs gouvernements, et d'abord pour les États-Unis, la solution afghane présente un intérêt politique majeur. Elle constitue l'alternative rêvée à des tracés flirtant avec la Russie ou pénétrant en Iran. Des solutions qui supposent de négocier directement avec Moscou ou Téhéran en adoptant la position de demandeur, un véritable cauchemar pour Washington qui multiplie les initiatives pour contenir l'influence de ces pays en Asie centrale. Il faut dire tout de suite que le Pakistan va puissamment aider Washington dans cette tentative de stabilisation de l'Afghanistan. Le Pakistan qui a toujours eu un œil sur ce pays. D'autant qu'il y a des Pashtuns à la fois en Afghanistan et au Pakistan. Oui, de chaque côté de la frontière. En outre, les autorités d'Islamabad, toujours en conflit larvé avec leurs voisins du Sud, l'Inde, veulent qu'au nord, un gouvernement ami s'installe. Un gouvernement qui pourrait éventuellement contrôler. Bon, ça c'est autre chose. Contrôler des Afghans, c'est une mission quasi impossible. Non, un gouvernement ami, ça leur suffirait. C'est ainsi qu'ils vont pousser les étudiants en religion, les trop fameux talibans, à prendre le pouvoir à Kaboul. Les Saoudiens vont naturellement prendre leur part dans cette affaire. En finançant la lutte des talibans. Bien sûr. Et la part des Américains, là ? Le lobby pétrolier a fait tout ce qu'il a pu pour aider les talibans, discrètement, bien sûr, avec la participation clandestine de la CIA et parfois sous couvert d'aide humanitaire. Et le fait que les talibans soient des islamistes ne gêne pas ? Apparemment, non. Quand les talibans s'empareront de Kaboul en 1996, il se trouvera des diplomates et des membres du Congrès pour se réjouir et souhaiter que les États-Unis établissent au plus tôt des relations diplomatiques avec le nouveau pouvoir. Tout ce qu'ils désirent, je parle des États-Unis, c'est donc que les talibans imposent la paix en Afghanistan. Pour construire leur pipeline en toute tranquillité. Et à ceux qui leur font remarquer que les talibans peuvent représenter un jour une menace pour l'Occident, ces mêmes hommes répondent sans sourciller que les étudiants en religion ne sont pas du tout hostiles à l'Occident, mais à la modernité. Bref, ils sont archaïques, quoi. C'est un point, c'est tout. Voilà. En outre, et c'est très important pour les Américains, les Iraniens chiites sont leurs ennemis. Comme les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est cela, oui. Mais est-ce que la Maison-Blanche partageait ce point de vue ? Clinton, personnellement, était sans doute beaucoup plus méfiant. Mais derrière, il y avait le lobby pétrolier. Et aussi tout ce qu'on appelle outre-Atlantique les think tanks. Littéralement les réservoirs de pensée. Oui, des instituts privés ou des universités qui travaillent étroitement avec la CIA ou le Pentagone et qui inspirent bien sûr la politique américaine. La plupart de ces intellectuels, généralement conservateurs, jugeaient très favorablement l'arrivée au pouvoir des talibans. Et je me souviens très bien qu'en 1996, le département d'État américain a publié un communiqué qualifiant la victoire des talibans d'éléments positifs susceptibles de ramener la stabilité dans la région. C'est donc parfaitement clair. Et il faudra encore attendre de longs mois avant que Washington, officiellement, ne prenne ses distances avec le régime taliban. Attendez, avant d'examiner ce point, c'est important. Est-ce que le projet de pipeline avance ? Non, parce que contrairement à ce qu'on pensait, l'Afghanistan ne connaît pas la paix et la stabilité tant espérée. Et pourtant, les talibans vont conquérir une grande partie du pays. C'est juste. Mais il y a des poches de résistance. Le commandant Massoud et son alliance du Nord. Et d'autres, Mazar el-Sharif par exemple, qui ne rendront les armes que très tardivement. Par conséquent, tant que la guerre civile dure, il n'est pas question de lancer les travaux. En fait, les talibans sont vraiment favorables au projet, là ? Naturellement. Ils toucheront des royalties en contrepartie. Non, c'est la guerre qui bloque le projet. Une guerre qui bouleverse la donne dans toute la région. Les alliances sont recomposées, c'est ainsi qu'on voit les Russes aider matériellement leur ancien ennemi, le commandant Massoud, et en cela ils sont aidés par les Iraniens. Et du côté taliban, on a donc les Pakistanais, les Saoudiens, et plus discrètement les Américains. C'est exact. Oui. Alors, venons-en justement au changement d'attitude des États-Unis vis-à-vis des talibans. Que se passe-t-il ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est celle-ci. En 1997, Emma Bonino, commissaire de l'Union européenne en charge des questions humanitaires, se rend à Kaboul. Elle y constate l'archaïsme du régime et surtout l'horrible situation des femmes afghanes qui sont les premières victimes de l'ordre taliban. On a vu les images. À son retour, Emma Bonino, qui est une femme à poigne, dénonce vigoureusement les talibans et ses accusations font grand bruit. Je me rappelle en effet. Aux États-Unis, les féministes montent au créneau.
Clinton ne peut pas ne pas écouter ces féministes, sinon il risque de faire perdre le camp démocrate lors des prochaines échéances électorales. La conséquence immédiate, c'est qu'à la fin de 1997, lors d'un voyage au Pakistan, pour la première fois, Madeleine Albright critique ouvertement le régime taliban. Et il y a d'autres raisons quand même pour prendre ses distances avec Kaboul. Ben Laden, évidemment. Ah, voilà. Les États-Unis ont fait pression sur le Soudan et obtenu en 1996 que le Saoudien quitte le pays. Aussitôt, Ben Laden s'envole avec armes et bagages pour l'Afghanistan où les étudiants en religion viennent d'entrer dans Kaboul. Et là, il retrouve ses amis moudjahidines. Et les membres de son organisation Al-Qaïda qui ont d'ailleurs combattu aux côtés des talibans. Et on le sait, Ben Laden va devenir un pilier du régime et l'ami fidèle du Mollah Omar, le chef des étudiants en religion. On a même dit qu'il était, en réalité, Ben Laden, le vrai numéro 1 du régime. Ça, je n'en sais rien, mais c'est sûr, Ben Laden est un homme qui compte dans l'Afghanistan des talibans. Arrive 1998 et les attentats contre les ambassades américaines en Afrique. Je vous l'ai dit, les Américains estiment que Ben Laden est impliqué dans la préparation et la conception de ces crimes. Plus question de le laisser en paix. Il faut le capturer, le juger, le punir. Il faut d'abord l'attraper, hein? Oui, et on va donc entrer dans un cycle de négociations très discrètes. Attendez, des négociations entre qui et qui, alors? Entre les représentants américains et des talibans. Quelquefois aussi, le Pakistan s'entremet. Ouais. Et les termes de la négociation? Washington veut Ben Laden. Ouais. Et en contrepartie? Les Américains laissent entendre que si le terroriste leur est remis, il leur sera possible d'envisager la reconnaissance du régime des talibans. Malgré leurs crimes, leurs exactions? Oui, toutefois, il faut mettre un bémol à la position américaine. Washington veut aussi que les talibans discutent avec l'Alliance du Nord. Le but, c'est de créer un gouvernement d'union nationale. Ouais, d'aboutir à la paix, donc de remettre en scène le projet de pipeline. C'est bien sûr sous-entendu. Ouais. Comment se passent ces négociations? Les talibans soufflent le chaud et le froid. Parfois, à Washington, on pense qu'on va obtenir que soit livré Ben Laden. Et à d'autres moments, les talibans opposent un refus catégorique au prétexte du respect traditionnel de l'hospitalité dans la société afghane. Ouais, donc ça traîne, quoi. Oui. Et l'affaire prend mauvaise tournure lorsqu'en décembre 2000, l'ONU renforce ses sanctions contre Kaboul. Ouais, difficile après de continuer les négociations. Mais est-ce que l'administration américaine, enfin nouvellement élue, au début 2001, reprend les contacts? Tout de suite. N'oubliez pas que le lobby pétrolier a fortement contribué à financer la campagne électorale de George Bush. Ouais. Et on pense alors que ces négociations secrètes vont peut-être aboutir. Un ambassadeur des talibans se rend donc officiellement à Washington et les Américains font un geste en débloquant des millions de dollars d'aide humanitaire. Jusqu'à quelle date ces négociations durent-elles? Jusqu'en août 2001. En août, c'est-à-dire un mois seulement avant le 11 septembre. Oui, alors on peut peut-être s'interroger. Ben Laden n'avait-il pas de meilleur moyen de mettre un terme définitif à ces négociations qu'il concernait directement que de frapper les États-Unis au cœur? Vous y croyez? Ça me paraît une hypothèse plausible. Je ne dis pas que Ben Laden a improvisé ses attentats suicides en un mois. Les opérations étaient déjà envisagées. Mais il a peut-être donné un coup d'accélérateur quand il a compris qu'il risquait d'être lâché par ses amis talibans. Et puis il y a une autre coïncidence qui me rend perplexe. Quoi, alors? Le limogeage du chef des services secrets saoudiens, le prince Turki, le 30 août 2001. Ouais, le 30 août, hein. L'ami de Ben Laden, Turquie. Hein. Vous avez une explication? Je vous ai dit que malgré les apparences, Ben Laden avait gardé de nombreuses relations avec l'Arabie saoudite. Imaginez que les projets terroristes de Ben Laden aient filtré à Riyad. Il convenait en toute hâte de se débarrasser du chef des services secrets, l'homme qui protégeait depuis si longtemps le chef d'Al-Qaïda. Sur ce dernier point, je suis incapable de confirmer ou d'infirmer la thèse de M. X. Par contre, les négociations entre les talibans et la nouvelle équipe américaine au pouvoir ont réellement eu lieu pendant la première moitié de l'année 2001. Parfois par l'intermédiaire des Pakistanais, parfois directement. Ou parfois encore par le biais d'un représentant personnel du secrétaire général de l'ONU. Au centre des discussions, il y avait la situation de Ben Laden, mais aussi la paix en Afghanistan. Selon Guillaume Dasquier et Jean-Charles Brizard, les Américains se font menaçants en juillet 2001. Ils font savoir aux talibans qu'ils envisagent une option militaire pour capturer le terroriste et ils annoncent que des négociations ont été entamées avec l'ancien roi. Conclusion de Dasquier et Brizard, je les cite. Tout concourt à démontrer que les Occidentaux désavouent les talibans. On parle déjà de leurs successeurs. Pense-t-on qu'ils sont frappés d'aveuglement? Peut-être. À Islamabad, le 2 août, l'infatigable Christina Rocca discute avec l'ambassadeur des talibans et exige l'extradition de Ben Laden. Ultime bravade? Pourtant,
Depuis 1999, les revirements du chef Mohamed Omar et sa politique obscurantiste ont démontré qu'il ne s'apprêtait pas vraiment à enfiler des habits de démocrate et à renoncer à soutenir son allié et son frère de religion, Oussama Ben Laden. D'ailleurs, de ces deux hommes, personne n'a jamais réellement su lequel exerçait la plus grande autorité sur l'autre, même si, depuis le 11 septembre 2001, chacun regrette de ne pas s'être interrogé plus tôt. Au nom des intérêts supérieurs du pays, c'est la CIA qui impose son point de vue. Alors, qui protège d'une certaine façon Ben Laden. Qui évite en tout cas de le faire inculper par la justice américaine comme le voudraient les agents du FBI. La seule sanction prise contre Ben Laden, vraisemblablement à l'instigation de Washington, sera sa déchéance de la nationalité saoudienne. Car notez-le bien, Ben Laden ne fera l'objet d'une inculpation américaine qu'en 1998. Alors qu'il est sans doute responsable de bien d'autres méfaits. Oui, et paradoxalement, ce sont d'abord les Libyens qui vont émettre le premier mandat d'arrêt international contre le terroriste. Les Libyens, pourquoi? Kadhafi accuse l'organisation de Ben Laden d'avoir assassiné 2 citoyens allemands sur le territoire libyen, 2 agents secrets. Alors, c'est donc un État voyou, selon la formule utilisée par les Américains, qui lance la chasse. Curieux, non? Ah oui. Alors revenons aux méfaits de Ben Laden, comme vous avez dit vous-même. En 1995, un attentat frappe la garde nationale saoudienne. 5 conseillers américains sont tués. Et c'est Ben Laden qui se trouve derrière? Très certainement, même s'il n'existe pas de preuves contre lui. Mais comme à son habitude, il ne revendique pas la paternité de l'attentat, mais il se félicite de la réussite de l'opération. Comme il se réjouira plus tard des opérations suicides du 11 septembre 2001. Oui. Un an après, en 1996, un camion bélier bourré d'explosifs est projeté sur un bâtiment qui héberge des militaires américains à Daran, en Arabie Saoudite. Une vingtaine de soldats sont tués. Et puis il y a les attentats commis contre les ambassades américaines en Afrique. Au Kenya et en Tanzanie, des attentats particulièrement meurtriers puisqu'on comptera plus de 200 morts. Et là aussi, on voit la main de Ben Laden? Bien sûr. Et c'est d'autant plus évident que quelques mois plus tôt, le chef d'Al-Qaïda a lancé une véritable déclaration de guerre contre les États-Unis en appelant les fondamentalistes islamiques à tuer des Américains dans le monde entier. Il annonçait en somme les attentats du 11 septembre. On est l'ennemi numéro 1 des Américains. Bien sûr. Et c'est d'autant plus évident que quelques mois plus tôt, le chef d'Al-Qaïda a lancé une véritable déclaration de guerre contre les États-Unis en appelant les fondamentalistes islamiques à tuer des Américains, y compris des civils, dans le monde entier. Il annonçait en somme les attentats du 11 septembre. Oui, et du même coup, il devenait l'ennemi numéro 1 des Américains. La CIA ne pouvait plus rien pour lui. Reste à comprendre pourquoi, pendant si longtemps, Washington a fait preuve de tant de mansuétude à son égard. Rendez-vous avec X. Selon M. X, Ben Laden a donc prononcé une véritable déclaration de guerre aux États-Unis. Voici ce que je lis dans l'ouvrage de Roland Jacquard, paru chez Picolec, Au nom de Ben Laden. L'évolution terroriste d'Oussama Ben Laden est officialisée le 23 août 1996 par sa déclaration de djihad. Jusqu'à cette date, le soutien aux musulmans afghans et le renouveau de l'islam en général semblent avoir été le cheval de bataille du Saoudien. Mais aucune attaque anti-américaine n'avait été proférée de façon claire. La fatwa du 23 août est sans ambiguïté. Oussama franchit le Rubicon. Les murs de l'oppression et de l'humiliation ne peuvent être démolis que par une pluie de balles. Oussama Ben Laden fait référence aux forces américaines présentes en Arabie Saoudite et il incite clairement les musulmans à prendre les armes contre les Américains. En février 1998, il fera un pas de plus. Lors d'un rassemblement d'islamistes en Afghanistan, il appellera les musulmans à s'en prendre aux intérêts américains partout dans le monde. Autre chose, les vrais rapports du terroriste avec l'Arabie Saoudite. Richard Labévière, auteur de Les dollars de la terreur, publié chez Grasset, remarque ceci. Bien que déchu de sa nationalité saoudienne, Ben Laden n'en continue pas moins de rencontrer régulièrement le tout-puissant prince turki. Par ailleurs, le groupe Bin Laden continue de voir affluer les commandes de l'État saoudien, commandes passées directement avec le roi Fahd et le palais royal, sans être avalisées par le ministère des Finances et aussitôt payées rubis sur l'ongle. La pratique est si inhabituelle dans le pays qu'elle a fini par défrayer la chronique dans les milieux d'affaires du Golfe. Par ailleurs, et selon plusieurs sources concordantes, Oussama n'est pas brouillé avec sa famille, contrairement à ce que prétendent les autorités saoudiennes. Alors comment expliquer cette trop longue mansuétude américaine vis-à-vis de Ben Laden, au moins jusqu'en 1998 d'après vous? Oui, mais enfin il y a une raison essentielle, le pétrole. Et je vais y revenir.
Mais il y a aussi autre chose. Les services secrets américains ont une taupe chez Ben Laden. Et ils pensent pouvoir le contrôler à distance. Toutefois, après les terribles attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est, ils comprennent que leur taupe joue un double jeu. Ouais, la taupe, là, ne les a pas avertis à temps? C'est évident. Ouais. Alors, cette taupe-là, qui est-ce? Un Égyptien, Ali Mohamed. Un jeune militaire très intelligent et particulièrement doué pour les langues. Au milieu des années 80, il doit quitter l'armée égyptienne parce qu'il affiche des opinions extrémistes. On dit extrémiste, islamiste? Oui, si vous voulez. Et déjà, il doit être membre d'une organisation clandestine. C'est à cette époque. L'ennemi public numéro 1. Pour les Américains, aucun doute, c'est Ben Laden, l'incarnation du mal absolu. Et pourtant, c'est sur ce même homme que les États-Unis se sont appuyés pour recruter et armer des milliers de volontaires islamistes qui sont allés se battre aux côtés des Moudjahidines afghans. Mission réussie. Grâce à cette aide massive, les résistants ont tenu l'armée rouge en échec et l'ont obligé à évacuer le pays en 1989. Peu après, l'Empire soviétique s'écroulait. Pourtant, ce précieux allié n'a pas tardé à se retourner contre ses protecteurs. Et le 11 septembre dernier, les États-Unis étaient frappés dans leur chair. Responsable présumé, proclamé, ce Ben Laden qui avait autrefois collaboré efficacement avec la CIA et qui, au fil des ans, a construit un véritable réseau d'islamistes purs et durs, l'organisation Al-Qaïda. La semaine passée, au cours de la première partie du long entretien que M. X m'a accordé, nous avons essayé de comprendre pourquoi ce fils d'une richissime famille saoudienne avait décidé de devenir l'adversaire résolu des États-Unis. Je résume. Jusqu'au retrait de l'armée rouge, aucun problème. Ben Laden est un allié fiable, indispensable. Mais une fois les derniers soldats soviétiques partis, les Américains se désintéressent apparemment, et nous le verrons très provisoirement, de l'Afghanistan. Les Moudjahidines se sentent abandonnés, sinon trahis, car leur combat continue contre le régime communiste qui est toujours en place à Kaboul et qui ne tombera qu'en 1992. Leur déception est à la mesure de leur sentiment de triomphe. N'ont-ils pas déjà fait plier l'une des deux superpuissances? Oussama Ben Laden revient en Arabie Saoudite et comme lui, beaucoup de fondamentalistes musulmans qui se sont battus en Afghanistan au nom du djihad réintègrent leur patrie. Ces Afghans, ainsi qu'on va désormais les appeler, toujours liés à Ben Laden, vont être à l'origine de nombreux troubles. En Algérie, par exemple, ce sont ces hommes qui sont à l'origine de la création du GIA, responsables de toutes les tueries qui vont ensanglanter le pays. Ben Laden est accueilli chez lui en héros. Mais très vite, malgré ses relations très étroites avec le prince Turki, chef des services secrets saoudiens, le chef d'Al-Qaïda prend ses distances avec la famille royale. Principale raison, la présence sur le sol sacré de l'Arabie Saoudite de dizaines de milliers de soldats américains mobilisés pour la guerre du Golfe. Si je puis dire, il avait trouvé refuge au Soudan. Oui, il était en froid avec la famille royale saoudienne et on l'avait invité à quitter le pays. Mais je vous l'ai dit, il gardait néanmoins des relations avec les dirigeants saoudiens, en particulier avec le prince Turki, le patron des services secrets. Mais pourtant, il avait critiqué la famille royale avec une rare véhémence. Oui, il n'a pas hésité à accuser les princes saoudiens de corruption. Pour lui, c'était des mécréants, indignes d'être les gardiens des lieux les plus saints de l'islam. Alors, pourquoi conserver la relation avec lui? Parce qu'il est encore plus utile qu'il n'est nuisible. Et c'est aussi le raisonnement des Américains. Oussama Ben Laden est en effet à la tête d'une véritable nébuleuse islamiste. Une organisation très complexe qui regroupe des établissements financiers, des entreprises parfois liées à des partenaires américains, des ONG islamiques, et bien sûr tous ces combattants arabo-afghans qui se sont battus contre les soviétiques. Et d'après vous, alors, on va avoir besoin de tous ces gens-là? Exactement. Et c'est d'autant plus choquant que Ben Laden ou ses séides vont bientôt s'attaquer de front aux États-Unis. Oui, le premier attentat contre le World Trade Center. Oui, en février 1993, il y aura 6 morts, je crois, et pas mal de dégâts. Mais déjà 2 mois plus tôt, une bombe a explosé dans un hôtel yéménite où séjournaient des soldats américains en partance pour la Somalie. Ah oui, la fameuse opération Restore Hope. Une opération désastreuse pour les Américains puisque de nombreux soldats y trouveront la mort et là aussi on soupçonnera Ben Laden. Ça veut dire qui? Les services secrets américains. Ah, ouais. Car en Somalie aussi, Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden, est bien implantée. Mais revenons au premier attentat contre le World Trade Center.
Très vite, les enquêteurs du FBI remontent la piste des terroristes et ils établissent qu'ils sont presque tous en rapport avec Ben Laden. Est-ce que ça veut dire pour autant que le Saoudien est directement impliqué? Non, mais disons-le crûment, on ne va pas chercher à le prouver. Pourquoi? Parce que les flics du FBI sont très embarrassés. Expliquez-moi ça. Le chef de ce réseau terroriste, un certain Ramzi Youssef, ancien moudjahidine de la guerre contre l'armée rouge, a été recruté par la CIA. Quant au guide spirituel de ce réseau, le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, qui a été autrefois impliqué dans l'attentat qui a coûté la vie au président Sadat, il est venu aux États-Unis grâce à un visa délivré par un diplomate américain, agent de la CIA. C'est en effet très ennuyeux tout ça. Il faut ajouter que ce diplomate était en fonction au Soudan. Au Soudan où se trouve justement Ben Laden. Oui, Ouais. Ben Laden, qui tout en faisant des affaires, finance des camps d'entraînement de militants islamistes au nord du Soudan. Est-ce que ça veut dire, là, ce que vous me dites, qu'il y a un désaccord entre le FBI et la CIA, non? Incontestablement. Ces critiques devenant de plus en plus virulentes, Ben Laden doit s'exiler. D'abord réfugié au Soudan, le Saoudien va transformer son réseau en une organisation terroriste principalement dirigée contre les États-Unis. Mais, d'après M. X, les choses ne sont pas aussi simples. Ben Laden continuera à être partiellement soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Arabie qui est pourtant un des alliés les plus fidèles de Washington. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Disons-le tout de suite, la CIA va avoir très longtemps, trop longtemps sans doute, des relations avec Ben Laden, alors même qu'il avait déjà frappé directement les intérêts américains. Ça mérite une explication, ça. Je vais vous la donner, mais n'allons pas trop vite. Ouais. Et c'est vous qui commencez par me dire... Peut-être voulais-je seulement susciter votre curiosité. Vous avez réussi, alors je vous en prie, poursuivez. D'accord. D'une manière générale, il faut envisager la politique américaine vis-à-vis de l'islamisme. Washington a souvent encouragé les mouvements fondamentalistes musulmans, et pas seulement en Afghanistan. Pour quelle raison? Au départ, nous l'avons vu, il s'agit de miner l'Empire soviétique et de provoquer sa chute. Ensuite, en liaison avec les services secrets saoudiens et pakistanais, les Américains ont soutenu les factions islamistes dans d'autres pays. Non, mais l'objectif... L'objectif poursuivi, c'était la mise en place de régimes stables, favorables aux intérêts des États-Unis. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'à ses débuts, le fils algérien a été considéré très favorablement par Washington. Mais au départ, nous l'avons vu, il s'agit de miner l'Empire soviétique et de provoquer sa chute. Ensuite, en liaison avec les services secrets saoudiens et pakistanais, les Américains ont soutenu les factions islamistes dans d'autres pays. Non, mais l'objectif... L'objectif poursuivi, c'était la mise en place de régimes stables, favorables aux intérêts des États-Unis. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'à ses débuts, le fils algérien a été considéré très favorablement par Washington. Mais ailleurs, je pense aux ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, sont le pétrole, bien sûr, et le gaz naturel qui expliquent la politique américaine. Alors, soutenir les revendications islamistes afin de rompre le lien tutélaire avec Moscou? Exactement. Au fond, il s'agit d'engranger les bénéfices de la fin de la guerre froide. Ah ouais. Les États-Unis sont désormais la première puissance mondiale et ils veulent en profiter. Au milieu de leurs intérêts, naturellement. Oui, et en Asie centrale, ils désirent aussi éviter que les Iraniens ne soient partie prenante dans l'exploitation de ces richesses naturelles. Cette politique pétrolière va jouer un grand rôle dans la gestion de la question afghane par les Américains. On va en reparler car c'est une donnée essentielle. Mais revenons à Ben Laden. D'accord, alors quand on l'a abandonné...